Nous allons parler d'un sujet que je n'ai encore jamais abordé, les LGBT seniors, avec Francis Carrier, qui est le fondateur de Grey Pride. Bonjour Francis. Bonjour. Peut-être te présenter si tu souhaites. Ton parcours est intéressant et ensuite on présentera Grey Pride. J'ai un parcours, oui, qui est lié à mon âge, hein, qui est lié à la militance que j'ai vécue depuis que j'étais jeune, avec tout ce qui est après 68, donc la lutte pour le droit à la différence donc des minorités, avec le phare, le GLH, et puis après, dans les années 80, ça a été la lutte contre le sida, où j'ai rejoint l'association AIDE pendant une quinzaine d'années. Et puis, bien plus tard, j'ai rejoint aussi les petits frères des pauvres, à ma retraite, pour m'occuper donc de vieux, de vieilles à leur domicile ou à l'institution. C'est là que j'ai compris un petit peu qu'est-ce qui se passait dans le secteur vieillesse, comment on vieillissait et comment on vieillissait mal, en fin de compte, aujourd'hui en France. Et puis, par ailleurs, j'ai aussi au centre éthique clinique de Cochin. Donc, tout ça a fait à un moment donné que j'ai créé Grey Pride, qui lutte contre l'invisibilité des minorités, mais pas seulement, qui lutte aussi pour les besoins affectifs et le droit à la sexualité, donc des vieux, quel que soit leur âge et quel que soit leur lieu de résidence. Et puis récemment, je viens de créer le CNAV, qui est le Conseil Ah oui. national autoproclamé de la vieillesse. Les activités de Grey Pride. Ben, les activités, si tu veux, il y a deux axes. Le plaidoyer, parce qu'il a fallu construire un discours pour expliquer quelle était la cause de l'invisibilité des vieux, puisque les vieux LGBT, on ne sait pas où ils sont, globalement. Si tu appelles un directeur d'EHPAD, on dira, j'ai pas ça chez moi. C'est analyser les causes, pourquoi les vieux LGBT reviennent dans le placard ou s'isolent chez eux, en ne voyant plus personne. Et puis après, donc, l'autre axe, c'est créer des expériences pour pouvoir donc éventuellement pallier ces difficultés. Donc, on a créé un habitat partagé, on crée des actions de convivialité, on a créé une ligne d'écoute, et puis on essaie d'essaimer sur toute la France pour créer des pôles un petit peu en région pour que les gens progressivement sortent de leur isolement, puissent parler de leurs difficultés, de leurs espoirs, et participer activement, à essayer de construire un environnement dans lequel ils souhaiteraient vieillir. Donc, c'est sortir, dire qu'il n'y a pas de fatalité, on peut bien vieillir ou mal vieillir. Et bien, on peut être acteur aussi des conditions dans lesquelles on va vieillir. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le sujet, retourner dans le placard, ça signifie quoi? Et puis ça a quelle incidence? Enfin, ça se traduit comment? Ben, retourner au placard, c'est faire l'impasse enfin, ne plus faire apparaître son orientation sexuelle, son identité de genre, enfin sa différence, pour devenir, entre guillemets, un vieux comme les autres. Mais bon, les vieux, en général, sont déjà désexualisés, donc on ne les perçoit pas comme des êtres sexualisés. Donc, dès l'instant où ils sont désexualisés, ils n'ont pas d'orientation sexuelle, etc. Et puis, il faut dire que les anciennes générations, qui ont vécu les discriminations toute leur vie, ont considéré que leur orientation sexuelle faisait partie de la sphère privée. Et donc, on n'en parlait pas en public, à part quelques écrivains, quelques danseurs qui avaient une visibilité, la plupart des autres, se cachaient et ils ont caché leur vie toute leur vie. Parfois même se sont mariés, ont une vie apparemment hétérosexuelle, mais ils se sont totalement cachés. Et donc, pour eux, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'ils continuent à se cacher, en étant vieux et être tout seuls chez eux, mais ça ne change pas grand-chose. C'est les nouvelles générations, c'est-à-dire les baby-boomers, les papy-boomers, donc les gens qui ont vécu la révolution de 68, qui ont réclamé tout au long de leur vie le droit à la différence, le droit à la visibilité. Et moi, je fais partie un petit peu de cette génération à la bascule, c'est-à-dire il est hors de question, puisque j'ai lutté toute ma vie pour avoir les mêmes droits
et ne pas me cacher en termes d'orientation sexuelle, eh bien, je réclame de conserver ce droit, même en vieillissant. Et pour cela, donc, je veux pouvoir affirmer mon histoire, mes désirs, ma sexualité jusqu'au bout de ma vie. Le fait que la plupart des LGBT n'aient pas d'enfants, ça joue comment en fait dans cette Bah, situation? alors, ça joue et ça joue pas. C'est-à-dire que ça joue parce que c'est évident que c'est un facteur d'isolement supplémentaire. Pas d'enfants égale moins de relations. Bon, ça, et moins de liens sociaux. C'est vrai. Mais après, si tu veux, quand on regarde l'impact des familles sur leurs parents et les grands-parents, c'est pas toujours positif. La plupart du temps, effectivement, bon, tu as des gens qui s'occupent de leurs parents, de leurs grands-parents, mais qui mettent en place des stratégies de surprotection qui font que progressivement, bien, les droits des personnes, leurs libertés, eh bien, sont progressivement niés. On privilégie la sécurité par rapport à la liberté de l'individu, hein, et même par bienveillance, en disant bah, ah, mais tu es tombé, tu ne peux pas rester chez toi. Tu vois, bon, c'est ce discours qui fait que progressivement, tu te soumets aux injonctions de sécurité que te donne ta famille, tes enfants, et en te poussant dans des lieux D'accord, d'accord, sécuritaires. Mais tu d'accord. as aussi toute une Oui. population d'enfants qui ne s'occupent absolument pas de leurs parents pour des raisons très différentes, parce que ben, ils travaillent très loin. On n'est plus dans les siècles précédents où toutes les familles vivaient à proximité. Il y a un enfant qui va être en Chine, l'autre qui est aux États-Unis, l'autre qui est à l'autre bout de la France. Donc, si on vit tout seul en pleine campagne ou n'importe où, eh bien, si les enfants ne sont pas à côté, personne ne s'occupe de vous. Donc, et puis après, il y a ceux qui aussi, enfin, aux petits frères, ça n'est quand même, c'est souvent le cas. On s'aperçoit que tu as des enfants qui, de toute façon, ne prennent jamais contact avec toi. Donc, c'est voilà, donc c'est pas la panacée d'avoir des enfants. Hein. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que quand on n'en a pas, la garantie, c'est quand on se retrouve seul. Et quand on se retrouve seul, et peut-être aussi face aussi à un environnement qui n'est pas forcément toujours bienveillant. Hein. C'est-à-dire que les prédateurs veillent quand même. Hein. C'est quand même toujours plus facile d'aller voler ou manipuler une vieille personne que quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens. Bon, on a une association, par exemple, à Marseille qui a été condamnée parce que elle captait progressivement la confiance et l'affection de personnes LGBT qui étaient un peu isolées, qui n'osaient pas trop dire ce qu'elles étaient, mais bon, donc en étant un peu manipulateurs, ils captaient leur confiance, et puis une fois que la confiance était établie, eh bien, le prédateur arrivait et volait tout ce qu'il y avait à avoir volé dans l'appartement, etc. Donc là aussi, les abus de confiance sur les vieux sont largement méconnus et très difficilement condamnables. Est-ce, Parce que, est-ce que le, est-ce que le, je veux dire, le culte du physique, en fait, je sais pas, faut pas appeler ça peut-être un terme un peu fort, mais le culte de l'apparence physique, alors, tout un à mec, fait, c'est-à-dire que politique plus jeune, plus tôt chez les LGBT. chez les gays, c'est très présent. Bon, chez les femmes, chez les lesbiennes, c'est pas pareil. Chez les gays, c'est vrai que tu fais un apprentissage très tôt du fait que tu es un bien consommable. Et donc, ton apparence fait que tu vas être accepté ou rejeté. Et le rejet, il se fait pas d'une façon très tendre. Hein. Quand sur les applis, on te dit je ne suis pas gérontophile parce que tu t'adresses à un mec qui est plus jeune que toi, ben, tu vois, cet apprentissage est quand même très dur. Et donc, c'est un piège puisque on y est tous confrontés. Et de toute façon, le mec magnifique, avec un beau cul, un gros paquet de 25 ans, eh bien, si on y a ressemblé un jour, de toute façon, on n'y ressemblera plus quand on vieillit. Et on est tous soumis à ce diktat. Donc ça, c'est
je dirais que c'est une absence de maturité de la communauté gay. Les lesbiennes ont d'autres, n'ont pas les mêmes problématiques parce qu'elles sont dans la crainte encore de l'affirmation de leur sexualité, de leur couple. Et très souvent, elles se renferment dès l'instant où elles sont en couple. Elles vivent très souvent de façon autonome, quasiment, pour se protéger d'un environnement qu'elles jugent un peu dangereux. Et puis pour les trans, c'est encore une autre problématique parce que l'objectif d'un trans, c'est se rendre invisible. C'est devenir l'homme ou la femme qu'on rêve d'être et que l'on construit parce qu'il correspond à ce que on est au plus profond de soi. Et donc, lorsque la transition est finie, c'est devenir un homme ou une femme lambda. Donc, c'est réclamer l'invisibilité. Mais cette invisibilité qui est réclamée, c'est un piège aussi quand tu vieillis, parce que toute population invisible, eh bien, elle n'a pas de droit, puisqu'elle n'exprime rien de différent par rapport aux autres. Et donc, pour les vieilles trans ou les vieux trans, ben, c'est un piège parce que tu as des problèmes de santé spécifiques à ton sexe d'origine, tu as le fait que ben, tout d'un coup, la discrimination que tu vas vivre parce que tu es une femme ou un homme trans, eh bien, liée à la vieillesse, au logement, à la perte du partenaire, etc. Tout d'un coup, tout un tas de choses vont se réactiver et tu es très peu armé puisque tu as construit toute ta vie en essayant de te fondre dans la population globale. Donc, tes discriminations propres, tu ne peux plus les exprimer. Et c'est pour ça que dans les associations trans, il y a très peu de vieilles ou de vieux. Est-ce que tu penses que la partie gay qui est peut-être plus sujet au rejet, peut-être plus tôt à la solitude, est-ce que ça crée un sentiment de résilience quand les gays deviennent âgés? Et donc Non. une plus grande acceptation de la solitude, ou alors c'est… Ah ben, de toute façon, je dirais acceptation, oui, c'est-à-dire on vit dans la contrainte de ce que nous offre la vie. Et donc, mais résilience, pour moi, il y a un côté positif, c'est-à-dire quelque chose que tu transformes. Pour moi, la solitude des vieux est quelque chose qui te subie. réduit. C'est quelque chose qui te soumet. C'est quelque chose qui progressivement t'enlève ton désir de vivre, t'enlève ta capacité d'avoir ton image personnelle. Le suicide, par exemple, des vieux est très peu évoqué, mais il est comparable au nombre d'accidents de la route. Bon, mais tout le monde s'en fout, bon, en se disant, bon, c'est comme ça. Mais les conditions de vieillir font que ben, tu peux avoir une vieillesse heureuse ou malheureuse. Et plus tu es isolé, et plus tu as la garantie quand même d'avoir une vieillesse malheureuse et maltraitée. Donc, pour moi, l'isolement est d'abord très lié à la représentation que l'on a des vieux. Si on avait soi-même une image plus valorisée de ce que l'on est, eh bien, on aurait plus de capacité d'aller vers les autres, de continuer à être acteur malgré tout. Mais l'image de la vieillesse est tellement négative que l'on se soumet progressivement à cette image de poids et d'objet. On n'est plus un sujet. Progressivement, de toute façon, les vieux sont des objets de soins à protéger. Et tout le discours pendant le Covid montre bien qu'on ne considère plus les vieux comme des individus, mais comme une espèce de collectif à qui on s'adresse et que l'on va protéger en isolant et sans demander leur avis et bien sûr sans respecter leur liberté. Les vieux, c'est quand même la seule population que tu peux enfermer sans décision de justice. La privation de liberté est toujours accompagnée d'une décision de justice pour tous les individus, sauf pour les vieux. Si on revient à Grey Pride, vous avez développé un label. Pourquoi et puis comment ça fonctionne? Le label Grey Pride, c'est plus une révolution culturelle, c'est-à-dire c'est insuffler des idées pour sortir du modèle des EHPAD tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que le modèle des EHPAD est basé sur la construction de ce qu'on appelait les asiles. Un asile, c'était le recueil des indigents au siècle dernier, et donc c'était
des lieux confessionnels, c'était par charité chrétienne que bon, tout ça, ça s'est modernisé. Il y a la puissance publique qui est arrivée, qui a créé les maisons de retraite, puis après la puissance privée qui est arrivée en disant on va transformer les résidents en clients. On a changé beaucoup de choses, c'est-à-dire on a fait de la décoration, on a mis des normes, on a fait des jardins, tout ça c'est très beau, mais les principes de fond sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on répond aux besoins primaires des individus, c'est-à-dire manger, dormir, se soigner. Tous les autres besoins ne sont pas pris en charge. Au mieux, on va occuper les gens, c'est-à-dire qu'on va créer de l'occupationnel. Ben, tu vas faire macramé, photo, chant, passer le temps, quoi. On va passer le temps. Alors, c'est très bien de passer le temps, mais on a aussi besoin d'aspects existentiels, c'est-à-dire parfois pouvoir se parler avec quelqu'un avec qui on est en confiance, avoir des besoins spirituels, on peut avoir des besoins affectifs, sexuels, autre chose que tout ce qui est occupationnel, c'est-à-dire ce qui remplit notre vie d'habitude et qui permet de conserver son intégrité. Et donc, le fait que l'idée principale du label, c'est parler de l'identité des individus. Dès l'instant où on ne prend pas en compte tout ce qui est existentiel, c'est-à-dire les besoins affectifs, la sexualité, les besoins intellectuels, la spiritualité, eh bien, dès l'instant où on n'en prend pas en compte ces aspects-là, on ampute l'individu d'une part de lui-même. Et dès l'instant où tu amputes quelqu'un d'une part de lui-même, eh bien, tu touches à sa qualité de vie et à son désir de vivre. Et dès l'instant où tu transformes les gens en objets, ils se retrouvent progressivement dans une salle d'attente, sans projet, et donc tu ouvres progressivement la voie au glissement et au fait que bon, tu perds toute appétence à la vie. Pour le label, c'est revenir sur l'identité à travers, bien sûr, une minorité qui est l'orientation sexuelle, c'est une évidence, mais quand tu as une orientation sexuelle différente, eh ben, si tu ne peux pas parler de ton histoire, c'est une grosse amputation quand même, hein. Ou alors s'il faut que tu t'inventes une histoire qui n'est pas la tienne, mais tu peux aussi avoir des besoins affectifs, tu peux avoir une sexualité, tu peux plus tard être désinhibé et donc aussi, bon, c'est très courant, exprimer une sexualité quand tu es très, très âgé. Donc tout ça, c'est un peu lever les tabous pour changer l'accompagnement et avoir un regard beaucoup plus sur la diversité, la singularité des individus, et quel qu'il soit. C'est-à-dire que c'est un label qui n'est pas destiné uniquement aux minorités, qui ne concerne pas que les minorités, mais qui concerne toute la population, puisqu'on est tous pareils, on a tous besoin d'être aimés, d'aimer. Bon, ce que je dis, c'est une phrase simple, qu'on me dise à quel âge on n'a plus envie de caresser quelqu'un ou d'être caressé. Bon, s'il y avait un âge, eh bien, on le saurait, mais il n'y en a pas. Et la sexualité, c'est une pulsion qui nous appartient de notre naissance à notre mort. Et donc, elle peut s'exprimer ou ne pas s'exprimer, mais en tout cas, elle ne doit pas être contrainte par l'environnement. Donc ça concerne les EHPAD et pas uniquement les LGBT, mais toutes les personnes âgées. Et pas que les EHPAD, c'est-à-dire que pour nous, la même logique est au domicile. C'est-à-dire que dès l'instant où tu fais rentrer quelqu'un dans ton domicile et que tu te sens obligé de cacher des objets, des revues, ta déco, bon, ton lieu de vie trahit ce que tu es automatiquement. Donc, si tu dois mettre en place toute une stratégie pour éviter qu'on identifie que tu es gay ou lesbienne ou trans ou je ne sais pas quoi, ou c'est repos, tu vois un peu le drame que c'est. Donc, en général, tu fais rentrer personne chez toi en disant je n'ai pas envie qu'on sache qui je suis. Et donc, là aussi, il y a un travail à faire. C'est-à-dire qu'il faut que à la fois les salariés de ce secteur soient ouverts et pas inquisiteurs, mais ouverts simplement en disant et donnent des messages d'ouverture et de
bon accueil, quelle que soit son appartenance à une communauté ou une autre. Et il faut que les individus par eux-mêmes eh bien, considèrent qu'ils peuvent vieillir en assumant ce qu'ils sont. Voilà, en assumant parce qu'ils vivront dans un environnement dans lequel ils ne craindront pas d'être de nouveau discriminés ou avoir des regards négatifs. Voilà, dans les gens que j'accompagnais, il y avait un vieux monsieur qui homo, mais de l'ancienne génération, et qui dessinait. Et bon, un jour, il me montre ce qu'il dessine, et c'est tous les matins, il prenait une grande feuille blanche et il dessinait au fusain des corps d'hommes, de sexe, des culs, et c'était sa façon de s'exprimer. Tous les jours, il faisait un dessin comme ça. Bon. Mais une fois que le dessin était fait, il allait vite le planquer dans un carton à dessin derrière son lit, parce qu'il savait que la journée, il y aurait l'aide à domicile, l'infirmière, le médecin, je ne sais pas qui passerait. Et il fallait surtout pas qu'il se découvre, c'est-à-dire qu'on s'aperçoive de ce qu'il faisait. Voilà. Alors, est-ce que c'est acceptable de se dire qu'il faut vivre dans la crainte et n'en parlons pas quand il sera dans une structure, s'il est placé un jour dans un EHPAD ou un établissement de ce type, ben, il ne dessinera plus. Ne plus dessiner, ben, ça voudra dire que une partie de son moteur de vie, eh bien, on l'aura touché. Et donc, on touche à sa vie tout court. Quand tu parles du label aux professionnels des EHPAD du domicile, leur réaction, c'est quoi? Alors, on n'a pas de rejet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un phénomène de rejet. Bon, il y a plus ou moins un grand intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que dans le structure géronto, il y a de tout. Il y a des gens qui sont là pour faire du fric, il y en a qui sont là par passion de leur métier, il y en a là enfin, on ne va pas dire qu'il n'y a que du bien ou que du mal, c'est la société en général, ça représente la société. Donc, tu as des gens qui sont extraordinaires et tu en as qui sont des salopards. Donc, dans les gens qui sont quand même extraordinaires, qui se posent des questions, eh bien, ils se posent des questions justement sur le fait est-ce qu'on est bien traitant? Est-ce qu'on est bien traitant? Est-ce que comment améliorer en fin de compte cet accueil? Et ils comprennent bien que aujourd'hui, la réponse des besoins primaires, aussi bonne soit-elle, faire bien à manger, avoir un bon lit, bien soigné, eh bien, ça ne suffit pas pour justement avoir donc le désir de vivre. Et ce désir de vivre, eh bien, il faut essayer de le trouver dans différentes façons. Échapper à la standardisation, par exemple. C'est une évidence, mais le jour où les lieux de vie ressembleront aux gens qui y vivent, comme nous, quand on est dans un appartement, eh bien, l'appartement il nous ressemble, eh bien, on dira qu'on a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, les lieux de vie des vieux ressemblent à des hôpitaux. Donc, on nous dit lieu de vie, lieu de soins, c'est des lieux de soins, ce ne sont pas des lieux de vie. Donc, tout ça, les gens commencent à se dire, à se poser des questions sur le fait que est-ce que les normes, que l'on a imposées, l'hygiénisme que l'on a imposé ne gomme pas tout ce qui concerne la qualité de vie. Quelle est l'importance de contrôler que quelqu'un prend une douche tous les jours si, par ailleurs, toute la journée, il est assis sur sa chaise et il n'a aucun désir de vivre et aucun projet? Et bien pourtant, on contrôle ce qui est le plus facile à contrôler, c'est-à-dire ce genre de choses. Est-ce que les draps sont changés régulièrement? Est-ce que si, est-ce que on a une perception hygiéniste et médicale et qui ne rend absolument pas compte de la qualité de vie des individus. Et c'est ça qui, progressivement, pose des questions. Et nous, à travers les besoins affectifs, la sexualité, on apporte, entre guillemets, certaines réponses. C'est-à-dire de dire, ben oui, il faut respecter la singularité, il faut respecter la diversité. Un vieux, ça n'existe pas. C'est des personnes qui ont vécu une histoire et qui doivent être tous traités différemment. Une conclusion à l'émission. Super sujet, mais une conclusion à l'émission. La conclusion, c'est que je dirais que tant que la société civile, et nous tous, hein, nous ne nous mêlerons pas de savoir comment nous voulons vieillir et vivre,
eh bien, nous continuerons de déléguer cet environnement aux politiques, aux professionnels, aux sociétés privées à but lucratif, etc. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de comprendre que bien vieillir, il y a deux aspects. Le problème individuel qui est lié à notre environnement, notre génétique, bon, ce qu'on a fait de notre vie, etc. Ça, c'est un des points, ça nous regarde chacun. Mais il y a aussi un environnement, enfin, un aspect politique et environnemental. Et donc, cet environnement dans lequel on peut vieillir, ou bien ou mal, eh bien, on peut le changer. Aujourd'hui, si on craint de vieillir dans notre société, c'est avant tout dans le regard de l'environnement qu'on nous propose. Quand on demande aux gens s'ils veulent finir leur vie dans un EHPAD, 90% des gens vont dire non. Pourtant, les EHPAD, ils sont pleins. Hein. Mais tout le monde pense qu'ils seront plus malins pour éviter les EHPAD. Mais non, il faut à tout prix agir et donc exprimer nos attentes. Pour cela, il ne faut pas avoir peur de se dire je suis vieux. Ben, j'ai plus de 60 ans, je suis vieux, je suis vieille, et je veux réfléchir, moi, à comment je veux vieillir. Donc, quelles sont mes attentes, quelles sont mes demandes pour pouvoir interpeller les politiques et interpeller les professionnels en leur disant votre offre, elle ne me convient pas. Moi, ce que je veux, c'est vieillir dans ces conditions. Tant qu'on sera dans une logique d'offre, c'est-à-dire qu'on sera soumis à ce que nous propose l'environnement, eh bien, on a la garantie que l'on vieillira mal. Donc, c'est à nous, en tant qu'individu, de se bouger le cul pour se dire, voilà, eh ben, je peux être acteur comme dans les luttes pour le féminisme, comme les luttes LGBT, eh bien, l'identité vieux et vieille, elle doit se construire, doit se valoriser pour devenir progressivement un acteur de l'environnement dans lequel on veut vivre. Super, merci, merci Francis Carrier. Je rappelle que tu es fondateur de Grey Prime. Merci beaucoup. Merci.